Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans le fauteuil. C'est parti pour la semaine 17 de la NFL, la dernière semaine de saison régulière. Il est élégant, il est beau, il va me rejoindre. J'ai plus mon caldo. T'as pas du tout caldo, c'est-à-dire. Ouais. T'avais moi c'est pas grave. Bah oui, il fallait arriver à l'heure en même temps. C'est direct. Et donc là, en plus, tu viens de déplacer le tapis sur lequel est posé la table, donc visiblement, on va plus être cadré. Bonjour à tous, donc Grégory Richard est avec moi. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. Réveillon, on vous souhaite tous une bonne année, évidemment, avec un petit peu d'avance. On est de retour après une semaine de repos dans le fauteuil, et on va vous présenter les matchs de la semaine 17. Évidemment, beaucoup d'enjeux. L'enjeu, c'est les playoffs, et on va dérocher tout ça. On va vous dire d'abord bonjour, je vais aller jeter un œil à ce qui se passe sur le chat si ça charge. Je vais vérifier que tout marche bien, c'est le cas. On dit bonsoir à Sébastien, on dit bonsoir à Alexandre et on met un petit tweet pour que tout le monde nous rejoigne. Donc bonjour à tous, bienvenue dans le fauteuil. On va dérocher tous ces matchs. Il n'y a pas de match de jeudi à débriefer pour une fois. Donc là-dessus on est tranquille. On va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Déjà la première info d'ailleurs, c'est que du côté de Pittsburgh, on ne fait pas jouer les titulaires. Tout à fait. De Castro et Pansy notamment qui sont laissés au repos par Mike Tomlin. Et surtout Ben Roethlisberger et oui, bien sûr. Mais ça, c'était plus ou moins dans les tuyaux, il me semble. Mais voilà, en plus avec des pièces maîtresses, on dira sur la O-line. Alors, ça montre qu'il n'y a pas vraiment on va pas se risquer du côté de Pittsburgh, sachant que New England a de fortes chances de gagner. Zéro risque. Par contre, donc Landry Jones titulaire. Ouais. Est-ce que les Browns peuvent gagner un match, se sauver à la dernière seconde? Bah, écoute, alors, on va rappeler, il a déjà débuté l'an dernier, dans les mêmes conditions, dernière semaine contre Cleveland, et il a gagné. Ouais, c'est vachement rassurant pour les fans des Browns que t'es en train de J'essayais de dire, bon bah voilà, ils ont pas le Big Ben, ils ont pas Antonio Brown, ils ont pas le Von Bell, ils ont pas une partie de leur ligne offensive. Ils ont toujours les playmakers au niveau du poste de receveur, notamment Smith-Schuster ou Bryan qui devrait quand même évoluer sur les extérieurs. Du coup, en position de running back, je sais pas qui va évoluer parce que James Conner, il me semble, est blessé. Oui. Faudrait que je vérifie qui on aura comme backup ce soir du côté de Pittsburgh. Mais bon, si la défense fait le minimum syndical contre cette attaque de Cleveland qui est quand même assez calamiteuse, Pittsburgh n'aura pas non plus besoin de forcer son talent pour battre les Browns ce soir. En tout cas, Greg, ton élégance est déjà remarquée sur le chat. Je tiens à te le dire, c'est vrai que je me sens un petit peu... je me sens en vacances. On a l'impression que je vais monter sur un bateau. On dirait que je viens de gagner le Vendée Globe et que le ministre du coin vient m'accueillir sur le quai. Ouais. Tu jettes l'encre de 2017 pour entrer pleinement en 2018. Il y a un truc comme ça. Donc les matchs, donc ça c'est 19h, les Steelers et en effet les Jets et les Patriots jouent à la même heure. Donc le scénario là-dessus, c'est si New England perd et que Pittsburgh gagne, les Steelers récupèrent l'avantage du terrain pour tous les playoffs. Si les Patriots gagnent, ils ont l'avantage du terrain pour tous les playoffs et donc il faudra passer par chez eux. Si les Pats font nuls et que les Steelers gagnent. Non, on fait pas les matchs nuls. On fait pas les matchs nuls. Il y en a pas eu encore cette saison. On va pléthore ces dernières années et là on va s'en passer. Donc le scénario en tout cas pour eux, c'est ça. Le plus comment dire probable en effet, c'est que New England gagne contre les Jets. Les Patriots eux ne mettent personne au repos. Donc ça il faut bien le rappeler. Il y a Loïc Goyet, notre développeur, qui me fait passer des messages sur les projets du site, mais sur le chat du live. Donc oui, il y a des choses qui sont en place pour le site demain. L'expert du teasing. Voilà, il fait du teasing sur les commentaires. On va passer en revue donc les matchs dans l'ordre, comme ça on expédie d'abord 19h, c'est ce qui arrive. Et après, alors ça va pas être cool, c'est en plein pendant votre réveillon, donc pendant que vous allez faire la fête, grosso modo, de 22h25 jusqu'à 2h du matin, grosso modo, c'est les matchs décisifs pour les playoffs. Donc, vous allez probablement louper une partie si vous faites la fête. Après, vous pouvez aussi faire le réveillon chez vous, garder un petit œil, hein, ça se fait quand même pas mal aussi. Un petit écran géant dans la pièce de correspondance. Discret. Ça se fait quand même. Et donc, on vous le rappelle, pas de match dans la nuit. Donc, à 2h30 du matin, le Sunday Night Football, il n'y en a pas cette année parce que les Américains ont sûrement compris que ça allait faire des audiences catastrophiques et qu'ils voulaient bien s'en passer. Donc, Détroit, Green Bay, pas d'enjeu dans celui-là. Donc, on peut aller très très vite. Ça fait jouer quand même les titulaires du côté de Détroit. Ouais. Ça les fait un peu moins jouer du côté de Green Bay puisque Aaron Rodgers a été replacé sur la liste des blessés. Donc là-dessus ça donne du Détroit et on va pas se prendre la tête avec ce match-là. Juste mini enjeu quand même qui découle des rumeurs de ces dernières heures. Alors c'est ça. Si Détroit remporte un succès convaincant, ça peut éventuellement sauver la tête de Jim Caldwell. Mais tu voulais revenir en détail tout à l'heure peut-être. Non, t'as bien raison. Pour les matchs sans enjeu, on va faire ça, on va axer sur les coachs parce que c'est vraiment le seul enjeu. Donc t'as bien raison. En effet, Jim Caldwell et Dom Capers qui pourraient sauter du côté de Green Bay, ça a l'air en cours.
en l'occurrence. Indianapolis, Houston, là aussi, donc c'est sans enjeu, là aussi c'est enjeu juste pour les coachs. Du côté d'Indianapolis, ça semble jouer Chuck Pagano, bon. Oui, a priori. Voilà. Il y a peu de chances qu'il revienne l'année prochaine. Tiens, t'as été rassuré par la conférence de presse d'Andrew Luck ou pas? Alors je t'avoue qu'elle m'a un peu échappé. Alors il a fait un point presse hier, c'était son premier depuis le mois d'octobre, Ouais. et où en gros il a dit je me prépare à lancer le ballon, ouais ça va aller Que bien, soit le nouveau coach. je me prépare à lancer le ballon. Non mais en fait ce qui m'inquiète en l'occurrence, et c'est pour ça que je te demandais s'il allait être rassuré, c'est que il lance toujours pas le ballon. Il fait que de dire je me prépare à lancer le ballon, il donne aucun fait dans la conférence de presse, il donne rien de concret. Enfin, moi je trouve ça franchement inquiétant. C'est-à-dire qu'il donne rien de concret, on sait vraiment toujours pas quel est son état. C'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Je sais plus quel était l'objectif de l'opération, parce qu'on parlait d'une nouvelle opération qu'il était susceptible de subir. Il a dit qu'il en avait pas besoin. D'accord. C'était où? C'était un tendon ou le triceps, je sais plus, c'est un tendon je crois. D'accord. Mais ça peut impacter le bras également. Oui, c'était dans l'ensemble. Donc le fait est qu'apparemment il en aurait pas besoin. Mais alors franchement c'est tellement pas rassurant que enfin je sais pas, moi il est vraiment dans l'incantation quoi, il est dans non ça va aller, je vais bien, là je vais me préparer à lancer le ballon, ça va bien aller, etc. Ouais. Donc on est au mois de janvier, dans quelques heures, il est à 6 mois du camp d'entraînement dans les faits, parce que ça va vite si on regarde déjà la saison prochaine, il a toujours pas lancé un ballon quoi. Donc c'est vraiment pas... Après je pense que si les Colts ont investi autant sur Jacoby Brissett l'année dernière, même si c'était un move un peu désespéré de leur part juste avant le début de la saison régulière, je pense que c'est aussi pour anticiper une éventuelle déconvenue future avec garder, mais c'est sûr que non, je te rejoins totalement, c'est pas rassurant. Déjà, regardons les bonnes nouvelles pour Indianapolis. A priori, il y a le changement de head coach. C'est vrai. C'est déjà pas mal. Et pour les Texans, par contre, a priori, on n'aurait pas. Bill O'Brien serait conservé. Ouais, c'était surtout un jeu. Alors, il payait pas forcément la mauvaise saison comptable des Texans, mais plus sa relation apparemment avec le general manager Rick Smith. Visiblement, il ira au bout de son année de son contrat, puisqu'il me semble qu'il prend fin l'année prochaine. Donc du coup, il sera peut-être courtisé par d'autres franchises NFL intéressées par ses services, mais a priori ça devrait le faire pour cette année, donc à suivre. Le mini-enjeu, on va dire, hors coach sur ce match-là, c'est éventuellement de savoir qui va terminer dernier de la FC Sud, et éventuellement de savoir si les Browns vont remonter au sein de la draft. Je vais pas dire de bêtises. Ah oui, les Browns, les Browns via leur choix des trade Texans, avec les Texans. Si les Texans terminent derrière Houston, alors, s'il termine à égalité, alors je te dis une bêtise. Le calendrier est moins favorable pour Indianapolis, donc il restera de toute façon. Alors, tiens, Tom Cable pour Indianapolis, nous dit Guillaume, mais je crois que c'était, oui, c'est pour Indianapolis les rumeurs, Tom Cable. Oui. On en a parlé en plus ensemble avant l'émission. Oui, la rumeur Tom Cable, alors coach de ligne offensive des Seahawks, pour ceux qui s'y situent pas, et qui a déjà été coach des Raiders. Ouais. Qui est resté une seule année. Hein. Oui, c'est ça. C'était quoi le bilan déjà? 8-8. Bon, voilà, j'étais en train de le chercher. Période 8-8 des Raiders, et on se rappelle qu'il avait été plus ou moins écarté par Al Davis juste avant le décès d'ailleurs du propriétaire des Raiders, qui lui avait préféré le coordinateur offensif d'Oakland à l'époque, qui était Hugh Jackson. Il est pas resté qu'une saison, il est resté 2 saisons et demie. Ah d'accord. Intérimaire coach à 4 victoires 8 défaites en 2008, 5 victoires 11 défaites en 2009 et 8-8 en 2010. Ah non, c'est Hugh Jackson qui est resté un an, donc je dois les confondre. Ouais, mais la dernière saison, il termine à 8-8. Il y avait une forme de progression, 5-11, 8-8. On ne sait pas si ça aurait forcément été flamboyant derrière, mais en tout cas, voilà. C'est sûr que ce choix peut étonner. Il y a toujours des questions de timing un petit peu étranges en NFL au niveau de la recherche des head coach. Oui. Mais après, c'est parce qu'il est aussi l'assistant de... Exactement. Il est assistant de Pete Carroll à Seattle. Voilà, le côté organigramme, façon de savoir un petit peu s'organiser. Ça peut être intéressant. Il y a peut-être des liens avec Chris Ballard qui là m'échappe à l'heure actuelle, mais bon, c'est peut-être ça qui fait que... On sait que l'autre gros nom, c'était le coach des équipes spéciales à Kansas City, je crois, Dave Toub. Oui. Que connaît bien également Chris Ballard pour l'avoir côtoyé dans le Missouri. Donc voilà, ça fait pas très très glamour à l'heure actuelle pour Indianapolis. Il y a un coach que j'aurais bien vu, moi personnellement, qui vient de college football, c'est David Shaw. Le coach de Stanford, qui a la particularité d'avoir coaché Andrew Luck, qui a habituellement des grosses lignes offensives du côté de Stanford, ce qui serait quand même un plus du côté des Colts. Bon, visiblement, on préfère des solutions un peu plus classiques, ou en tout cas dans le giron professionnel du côté d'Indy.
Un petit écart, allez, on aime bien prendre vos questions pour dévier un petit peu, et il y a Sébastien qui nous dit, au vu de l'actu, les pronos NCA pour demain de Greg, vite fait. Allez, vite fait, parce qu'on n'est pas une émission NCA, mais on a... Techniquement, j'ai fait dans le podcast de Blue Pennant, donc s'il y en a qui veulent l'écouter... C'est l'occasion de faire c'est l'occasion de faire la pub, ouais, sur bluepennant.com. Qui est donc le site francophone qui débriefe le collège football en détail. Il y a un podcast donc qui a été mis en ligne sur les previews des bowls majeurs, donc qui se sont disputés depuis hier, et donc des demi-finales de playoff qui se disputent demain. Je peux les donner quand même si tu veux. Clemson, Bama et Oklahoma, Georgia. C'est Bama qui gagne et non, c'est pas ça. Pas sûr. C'est pas comme tout le temps. Cette année, c'est un peu plus compliqué pour eux. Très franchement, il y a un gros front fort du côté de Clemson, et il y en a beaucoup qu'on va retrouver en NFL incessamment sous peu. Clemson champion en titre. Clemson champion en titre, tout à fait. C'est d'ailleurs, ce sera la 3e année consécutive où ils s'affrontent, la belle, puisque les 2 dernières années c'était pour les finales nationales. Je pense que Clemson a de fortes chances de gagner. Je serais un peu plus indécis sur le Oklahoma Georgia. Surtout que Baker Mayfield, la star des Sooners, sort d'une petite maladie, donc on sait pas trop dans quel état physique il sera en l'occurrence. Mais voilà, ce qui est compliqué dans ce match-là, c'est que les outsiders sont des équipes de la SEC, qui est considérée comme la meilleure conférence, en tout cas la conférence avec les défenses les plus robustes. Et en college football, ça marche comme en NFL, c'est très généralement avec des défenses efficaces qu'on arrive à mettre la main sur le titre. Et alors, vous êtes plein à poser des questions sur les coachs. On va vous le dire d'avance, on ne fait que supposer, on n'a pas d'infos inside. Quand vous nous dites Patricia va quitter les Patriots pour l'interrogation, par exemple Polo nous demande ça, Polo, malheureusement on peut pas te répondre dans les faits, on peut pas te dire oui, Matt Patricia va quitter les Patriots, il fait partie des candidats. Par contre, ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'on a encore des rumeurs donc qui parlent de Matt Patricia à Détroit, qui parlent de Josh McDaniels à Tennessee également, en cas de départ contraint et forcé de Mike Mularkey si d'aventure Tennessee venait à perdre ce soir contre Jacksonville. Il me semble que Bill Belichick a pour habitude de laisser partir un seul coordinateur si vraiment il y a plébiscite de ses assistants. Alors peut-être qu'il fera une entorse à la règle cette année, mais c'est pas dans ses habitudes de laisser partir tout le monde. Allez, on va enchaîner un petit peu au niveau des matchs. Minnesota, Chicago, là il y a pas de match entre guillemets sur le papier parce que Minnesota est largement favori, numéro 1 de sa conférence. Numéro 2 pardon de sa conférence, derrière Philadelphie. Ils peuvent pas rattraper Philadelphie, donc il y a pas d'enjeu pour l'intérêt c'est la bye week. C'est la semaine de repos. C'est la bye week pour Minnesota qui peut encore être inquiété uniquement par Carolina si je me trompe pas. Oui. Donc, oui. Il faut que Carolina gagne, que New Orleans perde, que Minnesota perde et que les Rams perdent. Donc ça fait beaucoup de si. Ça fait beaucoup de conditions, je te le concède. Donc, mais on est d'accord. Mais il y a quand même un intérêt. Il faudra déjà battre Chicago. Ils sont tranquilles. Chicago où John Fox également joue sa tête très clairement. Donc voilà, là aussi il faudra un succès convaincant, même si ça m'étonnerait qu'il reste avec une fiche de 6-10 et la saison que vient de faire les Bears. Il est annoncé partant déjà. Oui. Il fait partie. Là, il y a eu un gros papier rumeur ce matin. Il y a eu énormément de rumeurs qui sont tombées ces dernières heures. On les a regroupées. John Fox, il fait partie de ceux qui sont annoncés comme partant, comme Chuck Pagano. Patriots, Jets, c'est donc l'affiche dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Les Patriots, eux, font jouer leur titulaire comme ils font jouer leur titulaire à la fin de chaque saison, quel que soit le scénario, grosso modo. Donc ils sont favoris de ce match. Du côté des Jets, par contre, on a prolongé Todd Bowles. Oui. Donc ça, c'est une vraie info. Et le GM avec, d'ailleurs. Tout le monde. Sûrement parce qu'il y avait des rumeurs qu'il envoyait à Arizona en cas de départ de Bruce Arians. Donc je pense que les Jets ont préféré se mettre un petit peu à l'abri à ce niveau-là. C'est pas tout à fait étonnant quand on voit la saison intéressante des Jets, même si comptablement ils se sont un peu loupé sur la fin de saison, mais c'est aussi lié à la blessure de Josh McCown qui faisait une bonne campagne 2017. Donc c'est sûr que les Patriots font jouer tous leurs titulaires, tu le disais, ce sera sûrement en première mi-temps, ils vont essayer de faire la différence au plus vite et puis éventuellement derrière faire souffler tout le monde, les Brady, les Gronkowski et compagnie. Alors je vois Sébastien qui est un de nos auditeurs fidèles et qu'on a déjà eu même dans l'émission, je l'avais vu dans les commentaires du site aussi, Sébastien, qui est vraiment pas content de la prolongation de Todd Bowles. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi j'aurais tendance à penser qu'il faut plutôt le récompenser d'avoir tenu cette équipe. Alors le truc c'est que je sais pas jusqu'à quand on courait son contrat. Ça c'est la question. Il lui question. restait l'année prochaine, je crois. Bah alors c'est ça aussi, c'est que si Todd Bowles derrière fait une grosse saison, il y a potentiellement un risque pour les Jets, à l'instar de ce que je disais pour Bill O'Brien, de le faire un petit peu piquer par le biais d'enchères, enfin voilà, sur ce principe-là. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être aussi la volonté. On a vu que c'était assez prometteur avec un effectif qui avait été largement bouleversé. Si dans l'organigramme new-yorkais, on a la sensation que Todd Bowles, avec un meilleur effectif, peut avoir des meilleurs résultats
et du coup intéresser d'autres franchises. On a peut-être l'envie de se mettre à l'abri. Après, c'est sûr que de ce qu'on a vu ces 2 dernières saisons, d'un point de vue comptable et d'un point de vue gestion de vestiaire, c'est pas complètement rassurant ce qu'on a vu de sa part. Ouais, après moi je trouve qu'ils ont plutôt bien mené leur grand ménage, ils ont gardé les troupes mobilisées, ils ont trouvé quelques gars. Ils ont bien géré l'année de transition, en tout cas ce qu'on pressentait comme une grosse année de transition avec beaucoup de turnover, encore une fois, que ce soit en attaque ou en défense, avec des joueurs cadres, type Sheldon Richardson notamment. C'est pas fini puisque Mohamed Wilkerson, à mon avis, va être invité à aller voir ailleurs pendant l'intersaison. Donc voilà, on mise clairement sur le long terme du côté des Jets en espérant que l'année prochaine on arrivera enfin à trouver un quarterback d'avenir. On se plaint suffisamment qu'il n'y ait pas assez de continuité en NFL souvent. Là, les mecs, on leur prévoyait 0 à 2 victoires, ils font 5. Il n'y a pas eu de drama dans tous les sens. Après, comprend les fans des Jets, est-ce que tu dois forcément être dithyrambique avec une fiche de 5-10 et avec un choix de draft qui, du coup, sera peut-être pas forcément extraordinaire pour redresser sensiblement l'équipe. Il faut qu'on arrête de tout le temps penser à la draft. Moi, je vois pas le délire. Ils ont gagné 5 matchs, ils ont pas été ridicules, ils ont fait une saison solide avec rien dans l'effectif quasiment. Ouais. Autant continuer sur cette voie-là avec des mecs là plutôt que de retout péter. Oui, ça veut pas dire que forcément ils vont décoller l'année prochaine. Non, mais c'est du long terme. Moi globalement je te rejoins, mais je peux comprendre les fans des Jets qui sont un petit peu sceptiques concernant une prolongation de contrat relative. C'est jusqu'à quand tu m'as dit 2020. Il était jusqu'à fin 2018, j'ai vérifié, il était jusqu'à fin 2018 et du coup maintenant il sera jusqu'à fin 2020. Ouais, ça fait 3 ans de contrat. Bon, moi ça fera 2 ans l'année prochaine. C'est pas délirant pour une franchise comme ça, même si elle veut le virer l'année prochaine. Donc, oui, on a vu des rachats de contrats beaucoup plus mirobolants. Franchement, ça doit pas être le plus cher en plus. Non. On a rarement les tarifs pour les coachs, mais c'est pas le plus cher. Et honnêtement, ouais, moi ces mecs-là, toutes les drafts n'ont pas été parfaites, etc. Mais ils ont quand même trouvé des petites perles, ils ont dégagé des gros contrats, ils ont fait de la place, ils ont quoi signer. Ça reste quand même une ville assez sexy, pour reprendre une petite expression. Et donc forcément, il y a des mecs qui signeront aux Jets si on leur tend des contrats. Moi, ça me choque pas. Et ce truc de dire ouais, mais ils sont montés à la draft, on va retenir contre les mecs d'avoir fait gagner des matchs à leur équipe, quoi. Non, mais d'autant que ça assure rien. Ça assure rien qu'ils aient le trou. On est d'accord, mais si tu veux. Regarde le match c'est Darnold là qui s'est complètement troué dans son ball game. Ah oui, je te confirme. Bah voilà, donc ce mec là on nous le vend et ouais, lui et Rosen et ça va être génial, etc. Je fais juste une soit il petite va être parenthèse. nul, soit il va se planter, soit il va pas se présenter. Donc de toute façon, je fais juste une petite parenthèse, on avait fait un article sur le niveau des quarterbacks à la draft, le niveau relatif des quarterbacks. De ce qu'on a vu les principaux intéressés, c'est pas hyper rassurant. Et donc ce que je veux dire c'est que ils auraient eu que 2 victoires par exemple, ça changeait quoi? Puisque les Browns auront toujours été plus nuls que tout le monde, donc personne n'aurait eu le premier choix. Et ils allaient pas souhaiter les Jets à être à 0 victoire. Donc, dans les faits, pour avoir un des choix du top 2, top 3, ils auraient fallu qu'ils aient 2 victoires. Vaut mieux qu'ils aient 5 et qu'ils construisent un peu avec les mêmes gars. T'as la jurisprudence Raiders de la fin des années 2000. Où en gros on avait toujours pour habitude de finir avec une fiche de 5 victoires, des fiches encourageantes où l'équipe gagnait à la fin de la saison. Ouais, mais c'est pas... On a rallongé des contrats à des coachs qui étaient relativement moyens, et puis à chaque fois, ça finissait en autre boudin. Après, les Raiders à l'époque draftaient n'importe comment, il y avait toujours cette blague qui prenait le mec le plus rapide, etc. Oui. Là, il y a quand même une sorte de direction, parce que les Jets, les Raiders, c'était devenu un gag, quoi. C'était devenu, attends, il a couru vite, lui, il est pour eux. Et ça avait quand même été les drafts de Darius Howard-Bay au premier tour, des mecs comme ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, il y a pas la même gestion. Il y a un élan nouveau cette année, mais faut pas que ça fasse oublier non plus le fiasco qui était celui de l'année dernière. Bien sûr. Et qui peut très bien à tout moment réapparaître parce que on a quand même ressenti de la part de Todd Bowles des certaines lacunes pour la gestion et la motivation, on dira, du vestiaire. Enfin, en tout cas, la cohésion d'équipe plutôt. Bon, en tout cas, ça va être intéressant à voir. Et lui, il est prolongé, donc il est déjà sauvé. Giants, Redskins. Alors les Giants, eux, ils ont déjà viré leur coach. La rumeur, c'est Jim Schwartz, qui est hyper insistante puisqu'il a déjà un rendez-vous prévu avec l'équipe la semaine prochaine, selon ESPN ou NFL Network, enfin un des deux. Donc il les rencontrera la semaine prochaine pendant la semaine de repos des Eagles, puisque c'est déjà prévu. Bon, alors là, pour le coup, c'est pareil, c'est du recyclage. C'est un coach qui a eu 5 années aux Lions, dont 4 années négatives. Et 1 année en playoff. Je crois que c'est la 3e. Et après, ça avait rechuté. Là, on parlait de tenir l'effectif. C'était quand même la grande époque des Ndamu Kongsu qui balançaient des pains et des coups de pied dans les joyeuses à tout le monde. J'étais pas convaincu à l'époque. Après, il s'est refait une image à Philadelphie en tant que coordinateur défensif. Ils sont très bons actuellement.
ça peut toujours marcher une deuxième chance, donc c'est dur à juger. Ça peut marcher. Alors, ce que tu disais, c'est vrai que sa gestion du vestiaire à un moment donné a posé problème à Détroit, et surtout sa propre gestion émotionnelle à lui était un problème. Vrai, on se rappelle qu'il s'était accroché avec Jim Harbaugh c'est vrai, il y avait ça. lors d'une fin de match plus que mouvementée entre San Francisco et Détroit. Donc c'est vrai que on a la sensation que autant en coordinateur défensif pour appeler les bons jeux, les bons systèmes au bon moment, il est parfaitement, c'est un des meilleurs de la ligue à ce niveau-là. Par contre, en termes de head coach, pour vraiment réussir à avoir la lucidité, la présence d'esprit, d'être de bien tout contrôler comme il faut, c'est beaucoup moins sûr. Est-ce que c'est vraiment le bon projet pour une reconstruction? Alors, je serais un peu moins critique que toi sur sa situation à Détroit. Il a fait progresser l'équipe. Après, faut pas non plus oublier que Détroit a profité de nombreuses classes très intéressantes à la draft. Calvin Johnson, qu'ils ont récupéré en 2009. Ils avaient un quarterback que t'adores. Ils avaient Calvin Johnson. Ils avaient Calvin Johnson 2007, Stewart 2009, Sue 2010. Tout ça dans les 2 premiers choix de draft. Et c'est sûr que ça. Et ils avaient des sacrés défenseurs. Et ils avaient. Et du coup, il fait 4 saisons négatives. Oui, mais t'es sévère sur les saisons négatives. Parce que les premières, encore une fois, sont encourageantes. Tu vois, c'est un peu comme si tu me disais, Ron Rivera, ses premières saisons sont négatives, alors que tu sentais qu'à Carolina, il y avait quand même une petite émulation. Il atteint les playoffs dans la 3e saison et il chute sur les 2 dernières. Oui, non, mais c'est sûr, il est arrivé à bout de souffle. Tu as un taux de comment dire, de tolérance avec les Lions qui est assez incroyable en fait. Il y a un truc avec cette équipe. Ah non, mais c'est comme Raoul, c'est une de tes ex. Tu as supporté les Lions avant. Non. Je reprends mon expression favorite. C'est clairement pas l'une des équipes les plus sexy de la ligue, donc je vois pas trop. Non, mais tu vois, ils sont avec dans les faits, ils sous-performent. Ils sont en dessous de leur potentiel depuis des années. Quel que soit le coach. Je relativise juste la fiche, le bilan comptable pur et simple comme ça, en disant que oui, très clairement, il est vraiment arrivé au bout et on l'a senti essoré à la fin de sa période à Détroit et il fallait changer du côté des Lions. Alors après, est-ce qu'il fallait prendre Jim Caldwell, c'est une autre question. Non, ça, il faut jamais prendre Jim Caldwell, mais voilà, les premières saisons étaient intéressantes, encore une fois avec un effectif qui profitait quand même d'arrivée de stars universitaires assez intéressantes. Donc on était, parce qu'on était sur les Giants, on est parti sur les Lions parce qu'on était sur Giants Redskins. Bon, celui-là est carrément sans enjeu. Eli Manning va jouer jusqu'à la fin. Ils ont coupé son right tackle aujourd'hui pour être sûr. Moi, je pense qu'il y a une sorte de plan un peu machiavélique de Dave Gettleman, donc le nouveau GM là, qui a dit non, mais on va continuer avec Eli Manning et en fait, il coupe ses linemen avant le dernier match pour peut-être le faire tuer au cas où et dire ah mince, on peut pas le garder l'an prochain finalement. Vous voyez, il sera plus en forme. Et moi, par contre, s'ils sont assez stupides pour faire jouer Manning, gagner ce match qui vaut rien et passer du 2e au 3e choix de la draft, parce que autant je suis pas pour tanker, etc., jouer toute la saison, etc., mais quand c'est à un match près, qui sont prêts d'avoir le 2e choix de la draft et qu'il y a 2 quarterbacks valables et qui vont partir sur 1er et 2e, visiblement, je suis pas expert, hein, de ce que je lis, en tout cas il y aura 2 quarterbacks 1er et 2e, s'ils sont suffisamment bêtes pour attendre le dernier match, garder Manning, qu'il arrache le dernier match et qu'il passe au 3e choix, c'est vraiment stupide. Parce que la question c'est de savoir est-ce que Manning veut jouer jusqu'au bout. Bah j'espère pas pour eux. Parce que Davis Webb du coup on saura toujours pas ce qu'il vaut en l'occurrence. Mais pourquoi il est pas sur le terrain ce garçon? Mais il serait capable de gagner ce match parce s'ils sont à égalité avec les Colts, c'est les Colts qui ont le 2e choix. Oui, de toute façon les Colts avaient le calendrier le plus favorable cette saison. Voilà. Donc, de toute façon, peu importe avec qui ils sont à égalité, ils seront devant. Donc oui, si les Giants terminent avec le même bilan que les Colts, pour une fois, oui, ils auront un choix de draft un peu moins favorable pour eux. Bon, il y a Morgan Lagré qu'on salue qui est sur le chat pour parler draft. Là, ça parle de Saquon Barkley, Josh Rosen. On va redire des petits mots sur tout ça. Je sais que ça excite tout le monde la draft à cette période et on va y arriver. Philadelphie Dallas, 13 victoires de défaite pour les Eagles. Dallas est à 8-7. Celui-là, il a pas d'enjeu puisque Philly est assuré de la tête de série numéro 1. Dallas est éliminé, donc on est plutôt tranquille. Le seul enjeu, c'est Nick Foles qui va encore en prendre quelques snaps. Ouais. Ils ont dit qu'ils allaient gérer leur titulaire, donc c'est pas très explicite, mais on se doute qu'ils vont pas les garder longtemps en jeu si ça va dans un sens ou dans l'autre très vite en tout cas. Dallas peut pas grand chose à gagner non plus d'ailleurs là-dedans, à part calmer Dez Bryant d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Non, je sais pas, enfin on a beaucoup de rumeurs sur la situation de Jason Garrett à Dallas. On sait que ça fait quand même un petit moment qu'il est du côté qu'il est coach du côté du Texas. Officiellement il est plutôt safe.
Alors officiellement oui, apparemment c'est ce qui m'étonne encore plus, c'est que les cibles, on va dire, du front office, ce serait plutôt ces coordinateurs, qui à mon sens font quand même du bon taf ces dernières années, et je pense qu'ils sont un peu l'arbre qui cache la forêt de la mauvaise gestion globale de Jason Garrett. Après, ça pourrait être intéressant de promouvoir un des coordinateurs s'il menace de se barrer en fait. Parce que comme tu dis, Garrett sert pas à grand chose. Si t'as un coordinateur qui fait du très bon boulot mais qu'on veut te le piquer, tu lui offres une promotion pour le garder quoi. Ouais, alors après faut voir, parce que Ron Marinelli il arrive quand même sur la fin, et Scott Linehan, sa seule expérience de head coach est quand même très mal passée du côté de Saint-Louis, avec une gestion de vestiaire très calamiteuse. C'est vrai. Donc bon, je sais pas si c'est vraiment les choix les plus glamour, mais voilà, très franchement, c'est même les deux coordinateurs qui pourraient sauter pour que Jason Garrett garde sa place. Ça me paraît quand même un peu risqué du côté de Dallas. Ça serait un peu bête avec ce qu'il fait en défense normalement. Mais il y a peut-être motivation quand même de finir avec une belle fiche de 9-7 et de montrer que peut-être avec Ezekiel Elliott, ça aurait été une toute autre saison pour Dallas, et je suis pas loin de le penser. C'est ça, ce serait pas mal. 9 victoires avec 6 matchs sans Elliott, c'est quand même pas mal, sachant qu'ils ont cette défaite. Pittsburgh, Cleveland, on en a pas mal parlé, donc Pittsburgh reste quand même plus ou moins favori malgré les absences. Allez, on est toujours à 19h? Non, on passe à 22h25, voilà, j'y étais. Là, c'est la grosse affiche de la semaine. Atlanta, Carolina. Ah bah oui, là tu trembles un peu comme ça. Tu vas passer le réveillon un peu genre... peu stressé quoi, genre à minuit les Falcons sont en train de jouer, ils joueront leur avenir. C'est une bonne année, ferme-la. C'est ça. c'est une des équipes qui va en playoff si elle gagne, c'est assez simple au niveau du scénario. Ils sont qualifiés si les playoffs commençaient aujourd'hui, et ils le resteront s'ils gagnent. Ça paraît aussi simple que ça. Parce qu'elle a plein de sens. Voilà, parce que les Panthers eux sont déjà qualifiés, on l'a dit tout à l'heure. Ils jouent pour gagner la NFC Sud, c'est-à-dire qu'il faut que les Saints perdent et qu'eux ils gagnent, et comme ça ils gagnent la NFC Sud. Mais bien sûr les Falcons vont gagner parce que tu es confiant. Alors, je suis vraiment confiant avec Atlanta cette année. Encore une fois, je m'appuie surtout sur ce que j'ai vu au match aller, même si les circonstances étaient un peu différentes après la trade deadline. Très franchement, c'est des équipes qui sont pas si loin que ça en termes d'écart, même si l'affiche le montre pas trop, même si paradoxalement Carolina a clairement une meilleure défense, selon moi, c'est pas une découverte de dire ça. Il faut qu'Atlanta, au niveau de l'attaque, arrive à enfin performer et à être complet à la passe et à la course, qui est loin d'être le cas depuis le début de la saison. Si Atlanta est au fond du trou en attaque, comme ça a été le cas sur certaines rencontres, je pense à Minnesota par exemple, j'ai pu ne serait-ce que le match contre les Saints qui a été absolument catastrophique en première période. S'ils affichent ce genre de visage sur un match aussi décisif qu'une 17e semaine contre un rival de division, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent tout de suite. C'est Roddy White. Oui, c'est Roddy White. Il m'a fallu une seconde. Il y a Roddy White, en effet, pendant que tu parles des Falcons, il y a Roddy White à l'écran sur NFL. Heureusement qu'ils l'ont pas envoyé à San Francisco. Ah non, San Francisco est en déplacement. Mais pour les retrouvailles avec Kyle Shanahan, ça aurait été intéressant. Bref, la parenthèse étant refermée, donc c'est sûr que du côté d'Atlanta, j'en parlais cette saison, ils ont souvent coutume depuis le début de l'année d'être plus ou moins efficaces en prime time. Il y a eu cette victoire en deuxième semaine contre Green Bay, il y a eu cette victoire ô combien capitale contre Seattle sur le terrain des Seahawks, même s'il y avait des blessés du côté de la défense de Seattle. Sauf que c'est pas du prime time. Le Seattle-Atlanta ? Celui-là. Ah oui, bon, tu vois ce que je veux dire, un match un peu coup près, qui sera beaucoup plus suivi que les autres. Et voilà, c'est la chose qui me rendrait plus ou moins optimiste pour Atlanta. Après, cette équipe de Carolina, encore une fois, c'est clairement pas l'équipe qui fait la meilleure impression depuis le début de la saison, mais les matchs en l'occurrence, ils les gagnent. Donc s'ils restent en course, s'ils restent dans le coup jusqu'au bout et qu'ils arrivent à faire un drive décisif en fin de match, comme ça a pu être le cas, je pense par exemple au match contre Tampa Bay le week-end dernier, ça peut être fâcheux pour Atlanta. Après, s'ils jouent pas les playoffs, franchement, de ce qu'ils ont montré en saison régulière, il n'y aura rien de scandaleux non plus. Baltimore-Cincinnati, j'annonce la surprise de la soirée. Baltimore gagne, ils vont en playoff, je pense que Cincinnati va les embêter. Je sais pas pourquoi. T'as le droit de le penser, mais je sais pas pourquoi. Il y a de la qualité, ils se connaissent. Je sais pas. Je crois pas que je l'ai parié dans l'émission, hein, mais je sais pas. Ça peut être un match de division un peu embêtant. Ils sont pas toujours sereins en attaque quand même si c'est un peu monté en puissance ces derniers temps, mais ça peut être le genre de match un peu bête pour eux où ils se font accrocher sur la fin, sur un détail, sur un. Peut-être, après, j'aurais peut-être été un peu plus optimiste si l'attaque de Cincinnati avait pas été plus ou moins décimée.
On sait que voilà, il joue qu'avec Giovanni Bernard et j'ai oublié son nom. Bernard, il fait le un bon rookie, match aussi la semaine dernière. Donc, oui, il a fait un match la semaine dernière contre les Lions. Après, il va pas croiser la même défense en face. Non, non. Et au niveau des receveurs, hormis AJ Green qui fait une excellente saison comme d'habitude, voilà, je pense que du côté de Baltimore, la semaine dernière, on a fait un petit complexe de supériorité contre Indianapolis, on a failli le payer cher. Là, il se retrouve contre un rival de division qui va vouloir effacer la petite tôle qu'il a pris au match aller dans l'Ohio. Donc, je serais quand même très très surpris que Baltimore, quand on connaît le sérieux de John Harbaugh, laisse filer ce genre de match aussi importantissime pour les playoffs. Donc ils gagnent, ils sont en playoffs. S'ils perdent et que les Bills gagnent, c'est les Bills qui vont en playoffs. Les Bills jouent les Dolphins, c'est à Miami. Il fera donc un peu plus chaud, il n'y aura pas de neige cette fois-ci. Et ils sont plutôt favoris de ce match quand même. Les Bills, ils ont la meilleure fiche, ils ont quand même un ensemble plus solide dans la plupart des secteurs. Jay Cutler qui laisse entendre qu'il aimerait bien revenir en 2018 et c'est bien, on n'a jamais assez de Jay Cutler, je pense, dans nos vies, donc pourquoi pas. Bon, ils sont plutôt favoris dans l'ensemble s'ils appliquent leur méthode habituelle qui est de bousculer un peu l'adversaire, d'être physique en attaque et en défense, et un Tyrod Taylor qui fait pas d'erreur en théorie si tout va bien. Ouais, alors encore une fois c'est très compliqué parce que c'est deux équipes qui sont capables de choses totalement différentes d'une semaine à l'autre. Donc c'est ça qui est très très compliqué. Miami, qui avait le vent en poupe au match aller, avait pris quand même assez cher d'un point de vue score du côté de Buffalo. Là, on sait que Buffalo, il court après les playoffs depuis quand même un petit moment, quasiment 20 ans maintenant. C'est l'équipe qui a pas joué de playoffs depuis le plus longtemps en NFL. Donc il y a peut-être aussi cette petite carotte du côté des Bills face à un adversaire qui reste quand même malgré tout à sa portée, même si c'est à l'extérieur et même si c'est un rival de division. Je sais pas, pour moi, tu vois, tu parlais du match piège pour Baltimore, c'est encore plus le match piège pour moi pour Buffalo. Ah oui. On n'est pas à l'abri d'une contre-perf de Tyrod Taylor qui retombe dans ses travers au pire des moments. Après, ça m'étonnerait encore moins au sens où, comme tu l'as dit, c'est des équipes qui sont pas non plus hyper solides d'une semaine sur l'autre, donc tout peut arriver à peu près. C'est un petit peu ça et c'est voilà, pas pour rien qu'ils sont à 8-7 de toute façon, c'est un peu voilà, c'est une semaine sur deux quoi. Et après, bon, on rappelle que Buffalo a pas non plus son avenir en main parce que tu parlais d'une défaite de Baltimore. Si Baltimore gagne, ça devient compliqué parce que s'il y a victoire ou de Tennessee ou de Los Angeles, bah, c'est cuit pour eux. Ah oui, non, il faut que... Alors attends, Bills se qualifie. Il faut un gros concours de circonstances. Oui, sinon il faut que les Chargers perdent et que Tennessee perdent. Ou qu'ils fassent un nul et que Tennessee et les Chargers perdent. Oui, donc dans les deux cas, il faut que Tennessee et les Chargers perdent. C'est ça. Donc ça me paraît compliqué. En effet, vaut mieux qu'ils tapent sur une défaite des Ravens s'ils veulent passer vite. Buccaneers, Saints, là c'est pour la division que les Saints se jouent. Ils ont quand même largement l'avantage sur cette équipe-là, même si ce sera à l'extérieur. On sait qu'ils sont toujours un peu moins à l'aise en dehors de leur dôme, mais sur le papier c'est quand même plutôt pas mal. Et on parlait d'équipes capables de jouer une semaine sur deux, même si Jameis Winston fait des très bonnes stats depuis 3-4 semaines là. Bon, ils sont pas non plus d'une sérénité ahurissante. Les Buccaneers, on l'a vu avec la fin de match où ils pètent complètement un plomb d'ailleurs. Ouais, alors moi c'est ce que je disais jeudi, pardon, alors ça peut faire sourire, mais c'est vrai qu'il y a une équipe de Tampa Bay que je trouve quand même un peu meilleure dans le jeu, t'en parlais notamment par l'intermédiaire de Winston, et une équipe des Saints notamment en attaque que je trouve un peu plus en difficulté, qui se repose énormément sur sa défense pour gagner les matchs depuis 15 jours. Alors après, vu les turnovers incessants que font les Buccaneers, ça peut suffire sur ce match-là, mais je me méfierais quand même, ça peut être un match un peu plus accroché. Après là encore, il y a un titre de division à aller chercher, les Saints courent après depuis quand même un petit moment maintenant, donc ce serait, voilà, je serais très très étonné quand même de les voir perdre du côté de la Floride ce soir. Tennessee-Jacksonville, les Titans sont qualifiés s'ils gagnent. Ils vont en play-off, puisqu'ils sont en position de se qualifier si les play-offs commençaient là dès maintenant. Donc ils sont qualifiés s'ils gagnent. Est-ce qu'ils peuvent battre les Jaguars? C'est pas donné, parce que les Jaguars vont pas particulièrement... Est-ce qu'ils se reposent? Non, il n'y a pas de repos pour les Jaguars. Si je dis pas de bêtises. Non, il n'y aura pas de bye week. Leur défaite, non, ce que je veux dire, c'est qu'ils reposent pas leurs titulaires. Je me suis embrouillé, mais j'ai pas vu passer de news en ce sens, donc. A priori, bon, en tout cas, ils devraient faire jouer l'essentiel des troupes. Faut rappeler qu'il y a beaucoup de blessés aussi du côté de Jacksonville, donc. Notamment en attaque. Faut reposer les joueurs. Après, tu joues avec vraiment des backups. Mais après, est-ce qu'ils ont pas de toute façon de quoi enfoncer Tennessee en défense suffisamment pour se contenter de quelques points pour passer quoi? Oui, bah c'est là où l'attaque de Tennessee va enfin devoir montrer qu'elle est capable de faire des jeux décisifs. Je sais pas si DeMarco Murray joue. Non, on est d'accord. Il est absent. Murray, Donc, alors Derrick Henry montre des bonnes choses depuis quelques semaines. Maintenant, est-ce que ça suffira?
Je trouve qu'il y a un jeu aérien qui reste très irrégulier, malgré pourtant les saisons plus que correctes de Richard Matthews ou de Delaney Walker, pour ne citer que. C'est l'heure de voir ce que va donner Mariota. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a drafté en deuxième choix de la draft 2015. Tiens, d'ailleurs, danger, les dirigeants seraient frustrés par le manque de développement de Marcus Mariota, ce qui mettrait en danger son coach McMullarkey. Oui, il n'y a rien d'étonnant jusque-là. Il était à 8-4 il n'y a pas si longtemps. Et comme beaucoup de coachs, quand on enchaîne une cascade de défaites pour finir la saison, alors qu'il y avait quand même largement la place, ça m'étonne pas trop qu'il soit sur la sellette, mais voilà. Là, en l'occurrence, il va falloir voir comment il a préparé Marcus Mariota à ce match-là, et surtout comment, si on va réussir à mettre vraiment Mariota à l'aise contre une défense, comme tu le disais, qui est quand même hyper solide, la meilleure équipe en termes de sacs, sûrement la meilleure paire de corners de toute la NFL. Donc ça va être vraiment un test à réussir du côté de Tennessee. Et il va aussi falloir compter sur, je disais, un Derrick Henry efficace, parce que sinon ça va être une très très longue soirée pour les Titans. Petite question d'ego également. On sait que les Jaguars avaient pris très très cher lors de la deuxième semaine contre Tennessee à domicile. Il y a peut-être aussi l'envie de dire, vous nous avez battu à l'aller, mais c'était un petit incident et on perdra pas 2 fois de suite contre une équipe supposée moins forte que nous dans la division. Excusez-moi, j'étais absorbé par cette pub avec Kyrie Irving et Gronkowski. Ah oui, ils sont tous les deux de Boston maintenant. Find your groove, dit la marque à la virgule. Donc oui, excuse-moi, en effet, il y a quand même une bonne défense à Jacksonville avec Ngakoue, Calais Campbell ou Dante Fowler, nous dit Jérémy. En effet, Ngakoue qui est aussi l'homme dont on a le moins parlé peut-être, mais qui est une des... Et pourtant, il fait quasiment 10 sacs par saison depuis son arrivée. C'est ça, qui est un des hommes forts aussi maintenant de cette défense. Donc, tiens, petit prono alors, Tennessee ou Jacksonville? On n'a pas fait beaucoup de pronos. Je sais plus qui j'ai donné en l'édition. C'est compliqué parce qu'encore une fois, Jacksonville joue pas grand-chose. Ouais, je vais dire Tennessee pour la survie, allez. Avec Derrick Henry en mode Iceman. Mais je le disais, il y a possibilité que les deux équipes s'affrontent au premier tour des playoffs à Jacksonville. Donc est-ce que les Jaguars n'ont pas envie de se débarrasser d'un rival de division, ou en tout cas de leur couper l'herbe sous le pied, quitte à rejouer une autre équipe? Compliqué. Compliqué. Bon, j'y vais quand même avec Tennessee sur ce match-là, parce qu'en effet, il y a quand même beaucoup plus ils ont plus le couteau sous la gorge que les Jaguars de l'eau. Allez, il nous en reste 4, Denver, Kansas City. Pour Kansas City, quel est l'enjeu? Je suis pas sûr qu'il y en ait. Je suis pas sûr qu'il y en ait. Non, ils sont bloqués. Ils sont champions de division, ils sont 4e. Ils bougent pas. Donc ils bougent pas, et c'est Patrick Mahomes qui joue, tiens, au fait. Il y a là l'enjeu. Est-ce qu'on va enfin... Oui, c'est vrai, non mais c'est vrai, ils ont réussi à en faire un petit événement. Va-t-on voir des passes de 95 yards de Patrick Mahomes avec son énorme bras? Qu'est-ce qu'il est ridicule, Ezekiel Elliott, avec son maillot remonté sur le beat comme ça, quand même. Je suis désolé, hein, mais on a NFL Network en même temps devant. Et en plus, il doit faire hyper froid, non? Il est à Philadelphie, je crois, donc de cahier quand même. Mais écoute, voilà, il fait bronzer ses abdos sous la neige. Il y a bien Ryan Shazier aussi qui est torse nu quand il fait froid. Oui, c'est plus trop l'actualité, oui, malheureusement. Je sais pas où le dire, mais il avait cette habitude également. Exactement. Et c'est 2 joueurs qui ont grandi dans l'Ohio, donc c'est pas complètement... Ils sont habitués aux températures. Ils sont habitués au froid. Donc Denver qui est Kansas City, petit pronostic pour le match de... comment il s'appelle du coup? Patrick Mahomes. 3 touchdowns et 450 yards, ou on met un peu plus bas à la barre pour une première? Bon, il peut faire un match relativement correct, je pense. Denver, ils sont un petit peu en roue libre. À surveiller Vance Joseph, il y a de plus en plus de rumeurs qui évoquent un possible licenciement demain. Donc il y aura sans doute la volonté contre une équipe plus ou moins bis de Kansas City, en tout cas au poste de quarterback. Oui, en effet, elle est pas bien. Voilà, j'adore la gamme. La reportrice qui est à New England, elle est pas bien. Il y a Kimberly Jones, donc qui est la reporter de NFL Network à Boston, qu'on a à l'écran face de nous. Alors c'est une super mise en scène, hein. Ils l'ont mis à côté d'un thermomètre, comme ça on voit bien qu'il caille. Et elle a des moufles, elle avait la capuche sur elle, on voyait le vent qui soufflait dans la fourrure de la capuche. Pour ceux qui ont l'impression qu'il y a beaucoup de vent en France, là apparemment à Foxborough, le stade va s'envoler. Hein. Et du coup on est parti sur une autre consultante qui est à Pittsburgh, où elle prend carrément la neige directement sur le bonnet et sur les cheveux. Donc visiblement c'est très sympa aujourd'hui le temps dans l'est des États-Unis. On va terminer, allez, on va enchaîner vite avec les 3 derniers. Dis-moi. Juste termine. Je te disais match moyen. Peut-être allez, on va dire 250 yards et un touchdown peut-être pour Patrick Mahomes. Chargers Raiders, est-ce qu'ils vont virer Jake Del Rio pour prendre John Gruden? La rumeur éternelle. T'as vu, ils arrivent à le lier maintenant aux Raiders. Avant c'était juste les Buccaneers, mais du coup ses amis dans les médias ils ont dit vas-y on va faire des articles sur les Raiders aussi. D'ailleurs on l'a pas dit, mais les Buccaneers qui garderaient Dirk Cutter, ça c'est quand même ça ce serait incroyable. Ça c'est beau, hein. Franchement s'ils le font, belle gestion encore. On parlait du développement des quarterbacks de la draft il y a 2 ans, 3 ans. Je pense que ce serait une belle connerie quand même de la part d'Oakland de changer dès maintenant
Tu m'excuseras pour le juron au passage. Non, mais est-ce que tu crois qu'il n'y a pas une part entre guillemets marketing? J'ai pas l'habitude de me lancer dans ce genre de truc là, mais ils jouent leur dernière saison ou peut-être leur avant-dernière saison l'an prochain à Auckland. Les gens vont commencer à se désintéresser parce que la franchise va se barrer. Est-ce que ça permet pas de créer quand même un gros buzz en faisant revenir une des anciennes têtes connues de la franchise et en plus ça crée un truc pour Las Vegas qui est quand même plus facile à vendre autour de John Gruden, qui est un mec de télé que les gens ont vu sur ESPN maintenant pendant des années. Franchement, tu peux, mais est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? On parle d'un contrat de 10 millions par an, je crois. Ça en ferait, là, pour le coup, on parlait des chiffres tout à l'heure, ça en ferait quasiment le coach le mieux payé, je pense. Hein, parce que... Sûrement, ouais. On parlait même du fait qu'il pourrait intégrer l'actionnariat des Raiders. Ça, on le met à chaque fois qu'il y a un mec qu'il faut convaincre maintenant. Non, mais encore une fois, j'espère que c'est pas vrai. Parce que très franchement, enfin, on sait que c'est quand même un petit caractériel, John Gruden. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a réussi. C'est vraiment se mettre un boulet au pied gratuitement. Ces dernières années, il a réussi à créer une sorte de mythe autour de sa personne, en plus, qui ont fait un coach. T'as l'impression que c'est vraiment, il va sauver n'importe quelle franchise où il irait. Ce serait des winners instantanés. Hein, donc pourquoi pas. Mais j'y crois pas non plus. Hein. Je ne pense toujours pas que John Gruden va revenir cette année. En tout cas, gros intérêt pour les Chargers, t'en parlais tout à l'heure. Alors eux, il faut qu'ils gagnent et il faut beaucoup d'aide. Il faut que Tennessee faut juste que Tennessee perde, je crois. Et que Buffalo perde aussi. T'es sûr? Si, j'en suis sûr. Attends, si Baltimore gagne et que Tennessee perd, ils se retrouvent tous les deux. Voilà, c'est moi qui ai oublié la condition des Ravens. En fait, t'as deux scénarios différents. C'est-à-dire que si les Chargers gagnent et que Tennessee et Buffalo perdent, les Chargers passent, même si les Ravens gagnent. Ouais. Ou même si les Ravens perdent. Enfin, quel que soit le. Mais si les Chargers et Buffalo se retrouvent tout seuls à égalité, c'est les Chargers qui sont devant. Alors, moi je te donne juste les scénarios. C'est-à-dire, Chargers gagnent, Tennessee et Buffalo perdent, les Chargers sont en playoff. Les Chargers gagnent, Tennessee perd et Baltimore gagne, les Chargers sont en playoff. Voilà. C'est fluide. Je te donne ce que me donne la NFL, moi. C'était le voilà. Alors, Nils nous demande, vous avez des infos sur la possible retraite de Carroll. Alors, je sais pas si on parle de Pete ou de Nolan, parce que j'ai d'infos sur aucun des deux, si ça peut être clair, mais non, Pete Carroll va bien. Pete Carroll va bien, on n'a pas de mauvaises nouvelles. On va terminer très vite parce qu'il est 47. Rams 49ers, là l'enjeu c'est vraiment juste pour les 49ers de gagner avec Garoppolo en plus. Les Rams ont mis tout le monde au repos, ou presque. Les 49ers sont genre, on est trop déçus, on aurait préféré les prendre à pleine force et tout, alors qu'en vrai ils vont se prendre une petite victoire de plus, ça se trouve, et ça leur fera terminer quand même bien l'année, et Garoppolo il va pouvoir mettre le paquet dans les négos. Draft, alors je sais ce que tu vas me dire, mais... Ils ont trouvé un franchise quarterback, ils peuvent s'éloigner au niveau de la draft. Là, me chantez pas que des mecs qui sont à la fac, qui lancent 5 milliards par match et 350 yards à la course... Je te parlais pas de quarterback, moi. Non mais bon... Tu peux récupérer un bon DB, tu peux récupérer un bon lineman. Bon après, dans le top 5, un lineman, je suis pas sûr que ça sera intéressant. Qu'il soit dans le top 10 de toute façon, et s'ils draftent intelligemment, ils trouveront ce qu'ils veulent. Après, voilà, j'ai pas vu Alex Mack incertain, ouais, c'est pas pour ça. Ah, ça m'avait échappé. Petite inquiétude. Ah ouais, donc... ça va, il y a jusqu'à one short en face. Allez, les 49ers passent du coup sur ce match, hein, histoire de finir en beauté. Il finira avec 6 victoires, ce serait inattendu. 5 consécutives, tu veux dire? Ouais. Ah oui, 6 victoires sur la saison, pardon. Oui, bah c'est sûr que là, en faisant tourner Goff, Gurley et Donald, je serais quand même très étonné que les Rams arrivent à battre San Francisco. Là, San Francisco, ils sont quand même, ils sont quand même sur une bonne dynamique pour manier l'euphémisme. Allez, on termine. Donc, je pense que San Francisco va gagner. On termine avec Seattle, Arizona, et Seattle peut se qualifier si il gagne et que Atlanta perd. C'est aussi simple que ça. Donc la première étape, c'est de battre les Cardinals avec un Bruce Arians qui serait sur le départ visiblement. Alors là, c'est plus ou moins là on sait pas trop si on est sur un licenciement, une sorte de commun accord qui fait passer le licenciement pour plus doux qu'il ne l'est vraiment, sur une démission, ou sur une démission slash retraite, ou sur un problème de santé. J'arrête vraiment parce qu'il faut que je prenne du temps. Dans les faits, en tout cas, Bruce Arians, qui est quand même un double coach de l'année, pourrait partir. Donc ça, ce sera intéressant à voir. Mais après, ça sera l'enjeu pour eux. Je pense même pas que ce soit conditionné sur une défaite ou pas ce soir face à Seattle. Non, ça m'étonnerait aussi. Donc Seattle qui peut gagner quand même largement ce match. Mais si c'est le dernier match de Bruce Arians, peut-être qu'il va y avoir un esprit, en vestiaire juste avant le début du match, et que ça va révolter les Cardinals.
et que Drew Stanton va finir à 600 yards contre la défense des Seahawks. Non, c'est pas un match universitaire. Avec Earl Thomas et Bobby Wagner qui vont se battre sur le terrain. C'est pas un match universitaire. 600 yards, c'est des matchs universitaires. Tu confonds ton job du samedi et ton job du dimanche. Écoute, c'est Big Ben peut avoir fait des émules, au moins 500, c'est bien. Il y a Sébastien qui nous dit que les 49ers auraient pu avoir Barclay. Bah oui, au pire, peut-être qu'ils monteront dans la draft. Ils avaient déjà Barclay, ils avaient Matt. Bon. Ah oui, ils avaient Matt. Ouais. Non, mais c'est un bon coureur. Mais à partir du moment où tu es ton franchise quarterback, je suis moins inquiet pour toi. Tu peux perdre quelques. Et puis c'est vrai, c'est ce qu'on m'avait souligné quand j'avais fait la dernière mock draft. C'est vrai que Kyle Shanahan n'a pas l'habitude de drafter des running très haut, et là avec la classe qui arrive. Je pense qu'il suffira de se baisser pour ramasser du lourd. Bon, bah, très bien. Allez, on passe à la minute. Unibet pour la dernière fois de la saison régulière. Bien sûr, on continue. Il va falloir qu'on voit quand est-ce qu'on fait les fauteuils pendant les playoffs. Parce que ça va être un peu rock'n'roll au niveau des timings, vu qu'il y a des matchs le samedi pendant les 2 premières semaines. Tu t'es posé la question récemment? Bah là, à l'instant, en fait. Parce qu'on a travaillé sur les pages calendrier des playoffs sur le site cet après-midi. Donc... c'est tout frais. Alors, les cotes de la soirée avec Unibet. Alors, c'est compliqué par le fait qu'il y a des repos, des matchs sans enjeu, etc. Oh la vache, la cote des Jets, 6,50. Bah, c'est parce que les Patriots, on sait qu'ils jouent à bloc tout le temps. Donc 6,50 si vous vous sentez d'humeur folle. Hein, les Jets, c'est le pari du jour. Les Browns sont à 2,85 contre les remplaçants de Pittsburgh. Ouais. J'ai été vacciné plusieurs fois de parier sur les Browns. Les Panthers, les Falcons sont hyper favoris de leur match. Hein. Ouais, pourtant tu te rends compte que les cotes sont très partagées. On est à 53-47 au niveau des parieurs. Ouais, en faveur des Falcons, donc c'est vraiment Unibet qui les considère comme favoris parce que c'est beaucoup moins. Je trouve que Unibet est très généreux. Tu me permets de commencer? Vas-y. Avec ma cote, donc qui met en avant les Giants avec une cote de 2,45. On parlait un petit peu de la situation. Alors certes, tu le disais, les Giants n'ont pas forcément d'intérêt, notamment via la draft, de perdre ce match de gagner ce match contre les Redskins. Maintenant, c'est un match où mine de rien, les deux équipes sont pas dans une situation, on va dire interne totalement stable. Ça reste le dernier match d'Eli Manning à la maison, donc il faudra assez bien figurer. Et cette défense des Giants reste malgré tout capable de provoquer quelques turnovers qui peuvent faire la différence en faveur des Giants. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 semaines, ils ont quand même poussé Philadelphie dans leur dernier retranchement. Donc je serais pas totalement bluffé par une victoire de New York ce soir. Ah là là. Alors pour le réveillon, je vais te faire un cadeau. Ah ouais. Bah si. Parce que comme j'ai pour habitude de me planter assez régulièrement, a priori... je me suis gouré d'ailleurs, j'ai mal écrit, non ouais, parce que c'est a priori, tu vas continuer. Et ben, a priori, si je me plante, c'est bon pour toi. Donc oui. Là, tu vois, je te fais un petit cadeau de réveillon. Puisque je mets les Panthers, qui sont quand même à 2,45, faut avouer que c'est une cote intéressante. C'est une cote intéressante, en effet. Voilà, les Panthers sont à 2,45. Elle est pas si farfelue que ça, je te le concède. Non, elle est jouable. Pour le coup, elle est jouable. Donc t'as mis Giants, t'as dit c'était à combien? Tes Giants, ils étaient à combien quand tu les 2,45. 2,45. Ah, on a 2 cotes à 2,45, ça fait un beau combiné là. Qu'est-ce qu'on met en troisième? Les Chiefs sont pas mal, hein, ils sont à 2,20. Ouais. Tim Mahomes, c'est... Ouais. Les Texans sont à 2,70 contre les Colts, mais alors là pour le coup c'est vraiment un match des deux. Non, ça me parle pas du tout, ça va. Des deux galères. Et Green Bay qui va les gagner à Détroit. Moi je persiste ici. Hein. Green Bay à Détroit. Jim Caldwell freestyle, la cote des Packers à 3,10 pour arracher la 2e place de la NFC Sud. On te fait confiance alors. C'est pas le pronostic où je suis plus rassuré, mais bon, encore une fois, c'est vraiment le type de match que Détroit peut perdre. Ah bah ils peuvent tous les perdre de toute façon. C'est vrai. Donc mais les matchs du mois de décembre encore plus, donc. Alors, je fais le bilan. On rajoute Giants à 3,10. Allez, on termine l'année par un. Les Titans à 1,70 pour une équipe pour une équipe annoncée favorite et qui joue contre une équipe. Pourquoi j'arrive pas à mettre la main sur les Giants depuis que tu les as dit? Ils sont là, voilà. Alors, 5 € misés. 93,04 €. Hop. 5 € misés, 93,04 € pour ces 3 cotes. Donc on a du Panthers, du Giants et du Packers. Très rapidement, on va vous donner un petit peu de qui marque des touchdowns. Dans quel match on va aller? Alors, retrouver les backups. Et alors dites-nous dans quel match vous voulez qu'on fasse qui va marquer des touchdowns. Juju contre Cleveland. Juju Smith-Schuster contre Cleveland. Ouais. On va aller voir ça. Juju Smith-Schuster. D'ailleurs, j'y pensais parce qu'il me semble que c'était pas le cas au match aller, qu'il était encore du côté des Browns. Premier match de Joe Hayden contre Cleveland, me semble-t-il.
Première retrouvaille entre C'est l'ancien possible. cornerback de Cleveland et son Qui équipe. marquera un touchdown? Juju Smith-Schuster à 2,58. Ça se tente. C'est pas mal honnête. Ouais. Vu que ce sera la principale menace offensive des Steelers. Dans quel match on va? Dites-nous sur le chat. Hop, Martavis Bryant nous demandait Guillaume. Martavis, il a combien? Qui marquera un touchdown? plus haut, Martavis, il a 3,35. C'est un peu risqué quand même. Pourquoi pas. Martavis Bryant, hein. Avec Landry Jones. Attends, je peux me permettre de regarder la liste des matchs. Vas-y. Dis-moi s'il y a un match qui t'inspire. On peut aller. Bah alors attends, on va sur le match du soir, sur le Falcons Panthers. C'est celui que tout le monde va regarder de toute façon. Combien la cote de Julio Jones pour faire original? On rappelle qu'année dernière à Atlanta, il avait mis 300 yards aux Panthers. Hein. Alors C'était pas la même défense. Julio, il est à 1,93. Stonte. Ouais. Tevin Coleman 2,65. Devonta Freeman joue quand même, ouais. Mais Ouais. c'est juste qu'il a du mal à tenir le ballon depuis ses commotions, C'est c'est ça. ça. C'est ça. En général, ça peut faire ce genre de choses là d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire. Bah, à force d'avoir des commotions, on a un peu de mal à tenir le ballon. Ça peut être. Ah, ça c'est sûr que. Ouais. Il y a Au bout d'un moment, il a pu savoir comment il s'appelle non plus. C'est ça. Il y a Clément qui nous dit Russell Wilson à 3,25 et Doug Baldwin à 2,28. C'est pas mal. McCoy, Gronk, Newton, Steven Ridley. Avec Ah, mais oui, c'est le Pittsburgh. backup de. Oui, bien sûr, c'est le backup de. Mais il a eu du temps de jeu cette année. Bah là, il va en avoir. Si Livian Bell joue pas. Bah, en même temps, Livian Bell, on lui donne 60 ballons par match. Donc... Mais alors, mais d'ailleurs, il y a cette rumeur de CBS qui disait qu'ils vont remettre le franchise tag sur lui, le Von Bell cette année, parce que ça leur coûterait 14 millions et demi, alors que le mec en réclame 16. Donc grosso modo, ils vont remettre le tag. Ouais, enfin, bon, Ah mais c'est parce que comme ça, tu fais du courte durée, ils vont lui redonner il 4. y a de fortes chances qu'ils aient plus Roethlisberger sous contrat. Franchement, ils peuvent se permettre de donner ce salaire-là à Livian Bell. Je quoi. pense C'est que- vraiment, je l'économie pense que- de chandelle. Hein. Ouais, mais je pense que il doit avoir peur que ça se calme s'il lui donne beaucoup de pognon. Et puis deux, rien, là, ils lui ont donné le franchise tag, ils lui ont donné 400 ballons. Le mec s'est fait rentrer dedans pendant tout le truc. Ils sont en train de l'atomiser, hein, parce qu'il y avait zéro contrainte sur son temps de jeu ou quoi que ce soit. L'année prochaine, ils vont faire pareil en se disant si le mec il est carbo à la fin de l'année, au moins on n'a pas mis un gros contrat. Ouais, mais quoi. moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que certes, ils peuvent éventuellement se prémunir d'un contrat à long terme, s'il y a vraiment un intérêt à ça, mais au final, ils paieront quasiment la même chose. Je veux dire, faire une économie pour 1,5 Bah, million sur l'année, Ouais, mais c'est pour un joueur qui peut potentiellement se blesser en cours d'année, et où tu peux te retrouver avec un futur quarterback dont tu connais pas trop l'impact, et un running back titulaire qui sera plus là. Non mais après moi je Calcul est un peu risqué, je suis mais- comme toi, je préférerais qu'il le signe sur longtemps, mais après dans les faits, comme tu dis, bien sûr sur l'année c'est une économie de bout de chandelle, mais ce contre quoi ils veulent se prémunir à mon avis, c'est de payer sur le longtemps. Oui, oui, non, De bien garantir sûr. longtemps et Encore de une fois, je le mettre, disais, il y a une grosse classe de running qui arrive, je serais pas étonné que les Steelers tentent leur coup, mais bon, encore une fois, enfin, vouloir payer 14 millions de tags au lieu de 16 millions sur un contrat chaque année, bon voilà, on parle pas quand même de n'importe quel running back. Je veux Non, dire, non, bah après c'est pas un mec qui leur chie dans les bottes en faisant 400 yards par année, quoi. Donc clairement. Tiens, un petit Matt Ryan au sol à 11,75. oh non, oh non. Mais Cam Newton à 2,58. Ça peut ça. Je sais Ça pas. peut quand même. Ou Jonathan Stewart à 2,50. Ou Greg Olsen à 2,50. Un petit XX pour Atlanta, non? Ils sont plutôt pas mal. Oui, mais alors j'ai pas de défenseur. Ah, y a là, pas non. de défenseur. Eh non, j'ai pas de défenseur là. Ah, c'est dommage. Ce serait des grosses cotes là quand même, c'est compliqué. hein. Un petit Desmond Trufant. Non, mais Newton à 2,58, moi ça me va. Hein. Allez, Ouais. Newton à 2,58, il en marque. Zach Ertz c'est à 3,10, nous dit Clément, c'est pas mal ça aussi. Il est 18h58, le début des matchs approche, le réveillon aussi. Hop là, mon stylo en tombe. On vous remercie de nous avoir suivis. On va terminer tranquillement avec vos questions. Il y a Morgane Lagré qui dit Greg, avec modération ce soir, le emoji cocktail, puisqu'on ne parle plus pas avec des mots dans à ce fait. pays. Donc attention à toi avec le petit emoji cocktail, parce que demain il y a le Sugar Bowl et le Rose Bowl. Tout à fait. C'est- Demi-finale de playoff. C'est bien, et là vous voyez, si vous n'êtes pas un expert en college football comme Greg, vous voyez qu'on arrive au match sérieux de college football quand les balls ne s'appellent plus Big Daddy Retro Mobile Ball Doritos C'est vrai. slash voilà, parce que C'est un brin plus sobre. c'est un brin plus élégant en Le effet. potato ball également. que Ah, j'aime le beaucoup, potato ball. Vous voulez qu'on finisse là-dessus? Attends, regarde. Ball game list. Et on va regarder un petit peu les petits ball games qu'il y a eu en début qui ont dû être pas mal. Alors,
Ah, le Autonation Cure Ball, par exemple, le R+L Carriers Ball. Ah, moi j'adore celui-là, The Bad Boy Mower Gasparia Ball. Le Bad Boy Mowers Gasparia Ball. Oui, donc Mower, c'est les tondeuses à gazon, si je dis pas de bêtises. Je pense, ouais. Le famous Idaho Potato Ball. Là, on fait une petite dédicace à Raphaël Masmejean qui adore la NCAA sur le site et qui est avec nous. Ah bah là, avec des noms de balls comme ça, il peut qu'adorer. Ah bah là, il y a eu des matchs à 500 yards dans tous les sens. Il s'est passé des trucs. Oh, pas que. Oh, pas que. Le New Era Pinstripe Ball pour ceux qui aiment les casquettes, par exemple. Non, il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, donc le Camping World Ball. C'est un peu notre objectif hein, sur TDA. Il y a le Tax Slayer Ball aussi. Ça, c'est le ball des experts comptables. C'est pas mal. Et tu vois les balls qui sont pas du tout sponsorisés, genre le San Diego County Credit Union. Attends, c'était quoi là au-dessus? Attends. Ah oui, San Diego Union Holiday Ball. Ah oui, il est pas mal celui-là aussi, ouais. Mais moi j'aime bien le Tax Slayer Ball parce que je m'imagine des comptables qui se battent entre eux, tu sais. Le Tax Slayer, non, tu n'auras pas mes impôts, non, tu vois, c'est pas mal. Le Tax Slayer Ball avec un grand match de Lamar Jackson. Ah bah on parle en de plus. futur quarterback NFL. En plus, bon. Lanceur de saucisses professionnel. Ah, tu vois, ben voilà, t'as tout dit, c'est bien. Bon, t'as résumé. Voilà. On vous remercie de nous avoir suivis la draft. Ne vous inquiétez pas, on va en reparler. On aime bien rigoler des noms des balls, mais on aime bien aussi le college football. Donc, on vous l'a dit, Greg est sur The Blue Pennant, hein, si vous voulez écouter ce qui se passe au niveau de la NCAA là dans les jours à venir avec les demi-finales des playoffs qui arrivent. Nous, on va vous laisser les 19h. C'est l'heure de regarder les matchs NFL puisque c'est la semaine 17 qui commence demain sur le site. Vous trouverez les résultats, les résumés, les affiches des playoffs parce que la NFL va annoncer ça très vite. Donc, vous aurez tout le programme des playoffs. Tout sera demain matin à l'heure où vous vous réveillerez. Parce qu'on ne sait pas vraiment à quelle heure vous allez vous réveiller demain, bande de coquins et de fêtards. Petit emoji cocktail et petit emoji bière avec modération, évidemment, puisque il faut faire attention. Si vous conduisez, vous ne buvez pas, évidemment. Greg va retourner animer sa soirée du Nouvel An de manière très élégante, vous l'avez vu. Donc, on vous remercie, merci beaucoup, Grégory. Bah merci à toi. Merci à Unibet, notre partenaire pour ces émissions, évidemment tout au long de l'année. On vous retrouvera bien sûr pendant les playoffs. Il va falloir qu'on trouve à quel moment on programme ça. Mais on va trouver un moyen de programmer ça, il n'y a pas de souci. On vous remercie beaucoup. On vous souhaite un très bon réveillon, une très bonne année en avance. Et on vous dit à 2018. On se retrouve mardi pour l'émission. Greg, je vais juste te demander d'aller couper. Hop, là, voilà, il y a Jared Goff qui s'est fait la malle pile à l'heure. À l'année prochaine tout le monde. Et on vous dit à l'année prochaine. Merci beaucoup, bon réveillon à tous. Ciao, ciao.